J'ai empoisonné le café de ma sœur ce matin-là, en versant le cyanure comme une goutte d'encre dans un encrier vide, et j'ai souri en la voyant avaler la mort sans un soupçon. Elle m'avait volé non seulement mon âme, mais mon pinceau, accusant mes toiles de folie, alors qu'elle les vendait en secret aux galeries de Montmartre pour engraisser son amant corrompu. Et maintenant, alors que son corps refroidit dans l'appartement haussmannien de la rue de Rivoli, je prépare mon chevalet pour l'exposition qui la hantera du fond de l'enfer. Une série de portraits où son visage pourri est le chef-d'œuvre incontesté. Paris, cette ville des lumières maudites, m'a toujours paru comme un labyrinthe de miroirs brisés, où chaque reflet ment et chaque ombre trahit. J'y suis né, dans le ventre humide d'un immeuble du Marais, au son des klaxons furieux et des rires forcés des touristes qui piétinent les pavés comme des profanateurs. Ma sœur, Élise, était l'aînée de 5 ans, une beauté aux cheveux d'or et aux yeux verts comme la Seine en crue, qui avait appris dès l'enfance à tordre la vérité pour en faire un collier de perles. Moi, Camille, j'étais la cadette, la rêveuse aux doigts tachés de peinture, celle qui passait des nuits entières à saigner sur des toiles vierges, cherchant dans les couleurs le sens d'une existence que personne ne voulait voir. Notre mère, une modiste ratée qui cousait des huaniying pour des fantômes, nous avait laissés à la merci d'un père absent, un diplomate qui collectionnait les maîtresses comme des timbres-poste. Élise avait hérité de son cynisme, moi, de sa mélancolie. Tout a commencé par un secret, un de ces secrets qui s'enfouissent dans les racines d'un arbre généalogique pour mieux pourrir le tronc. J'avais 20 ans quand j'ai peint mon premier chef-d'œuvre, L'ombre de la trahison, une toile immense où une femme aux traits flous, Élise, bien sûr, mais elle ne le savait pas encore, se noyait dans un tourbillon de bleu et de noir, ses mains tendues vers un pinceau brisé. C'était une allégorie de notre enfance, de la façon dont elle m'avait volé mes crayons pour les offrir à ses amis de l'école de commerce, me traitant de « petite idiote qui gaspille son temps avec des gribouillis ». Mais ce tableau n'était pas seulement une confession, il cachait un crime. Notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme on nous l'avait dit. Élise l'avait poussé du balcon de notre maison de campagne en Normandie, lors d'une de ces disputes où il refusait de lui verser plus d'argent pour ses caprices. Elle avait 17 ans, moi 12, et j'avais vu la scène depuis le jardin, caché derrière les rosiers. Au lieu de hurler, j'avais ramassé un pinceau abandonné et tracé les contours de son geste fatal sur une feuille volante. Ce secret devint mon fardeau. J'avais juré de me taire, par peur qu'elle me noie moi aussi dans la Seine, comme elle menaçait de le faire si je parlais. Les années passèrent comme un brouillard de tabac dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Élise grimpa les échelons de la société parisienne, épousant un banquier aux mains sales, un certain Laurent, qui finançait des expositions underground pour blanchir son argent sale. Moi, je végétais dans un atelier exigu du quartier latin, survivant de petits boulots de restauration de tableaux pour le Louvre, effaçant les taches des maîtres pour mieux cacher les miennes. Elle venait parfois, Élise, avec son sourire de vipère, et jetait un œil dédaigneux sur mes toiles inachevées. « Camille, ma chérie, quand vas-tu arrêter cette perte de temps? L'art, c'est pour les ratés qui ne savent pas compter. Regarde-moi, j'ai une vie. » Et elle riait, un rire qui claquait comme un fouet, avant de partir pour ses dîners au Fouquet's, où elle paradait en robe Chanel volée à notre mère défunte. Mais le destin, ce farceur en habit de velours, avait d'autres plans. Un soir d'orage, alors que la pluie fouettait les vitraux de Notre-Dame comme des larmes divines, Laurent organisa une fête dans leur hôtel particulier de Passy. J'y fus invité par pitié, ou peut-être pour que Élise puisse me ridiculiser devant ses amis snobs. J'emportais une toile sous le bras, le vol du pinceau, une œuvre récente où une silhouette féminine arrachait les couleurs d'une palette, laissant le peintre nu et saignant. Élise la vit, et son visage se figea. « C'est inspiré de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Je souris. Peut-être. Ou peut-être de toutes les sœurs qui trahissent. La soirée dégénéra en une nuit de vin et de vice, et au matin, je trouvai Laurent mort dans la baignoire, les veines ouvertes, un flacon de somnifère vide à portée de main. Suicide, dirent les flics. Mais je savais, Élise l'avait tué, empoisonné par jalousie, car il avait découvert ses dettes de jeu et menaçait de la quitter. C'est là que le piège se referma. Elle me fit porter le chapeau. Camille était hystérique hier soir. Elle haïssait Laurent depuis des années. Et regardez ces tableaux, ils suintent la folie meurtrière. Les preuves étaient fabriquées de toutes pièces. Une lettre falsifiée où je jurais vengeance, un flacon de somnifère trouvé dans mon sac, glissé par ses soins. Le procès fut un cirque médiatique, couvert par le monde comme un scandale à la Balzac. La sœur artiste, un poison familial, titra Paris Match. J'écopais de 20 ans à la prison de Fleury-Mérogis, un purgatoire de béton gris où les rêves se noient dans l'urine des couloirs. Élise, bien sûr, hérita de tout, l'hôtel particulier, les comptes en banque et même mes toiles, qu'elle vendit aux enchères de Drouot pour des sommes folles, les présentant comme les dernières œuvres d'une âme tourmentée. La prison devint mon atelier secret. Les murs suintants devinrent mes toiles, les rations de pain mes palettes.
Je peignais avec du sang dilué dans de l'eau de vaisselle, gravais des portraits d'Élise sur les portes des cellules. Son visage en décomposition, ses yeux vert virant au jaune de la bile. Les codétenues, ces sorcières modernes, parlaient de moi comme d'une sainte laïque. « Camille, la vengeresse », murmurait-elle. Et un jour, un gardien corrompu, un breton au cœur tendre, fit passer mes esquisses à un critique d'art du Figaro. Le scandale éclata, l'art naît des chaînes, les toiles clandestines de Camille Duval. Soudain, j'étais une icône. Des pétitions circulèrent, signées par des intellectuels de la Sorbonne. Ma peine fut commuée après 10 ans, pour bonne conduite et génie reconnu. Libéré un matin de brume automnale, je descendis du train à la gare de Lyon avec un seul bagage, un carnet de croquis et une rage affûtée comme un scalpel. Paris m'accueillit en héroïne maudite. Les galeries se disputaient mes services, le centre Pompidou m'offrit un atelier. Mais je n'oubliais pas Élise, désormais veuve richissime, vivait toujours à Passy, ignorant que la sœur qu'elle avait enterrée vivante revenait pour danser sur sa tombe. J'infiltrai son monde, une fausse identité comme assistante de galeriste, un sourire empoisonné au vernissage. Elle ne me reconnut pas au début. J'avais maigri, mes cheveux noirs cascadaient en boucles sauvages, mes yeux brûlaient d'un feu qu'elle avait allumé. Le plan se tissa comme une toile d'araignée sous la tour Eiffel. J'organisai une exposition au musée d'Orsay, ce temple des âmes perdues, sous le titre Les ombres trahies. 20 toiles, chacune un chapitre de notre saga. La première, Le secret du balcon, montrait un père tombant dans le vide, les mains d'une jeune fille agrippée à son col. La dernière, Le café fatal, anticipait le poison que je lui verserais. J'envoyai une invitation anonyme, découvrez l'art d'une revenante. Élise Duval, votre présence honorera l'ombre. Elle vint, bien sûr, curieuse comme un chat devant un piège à rats. La soirée d'ouverture fut un triomphe UAM. Les flashs crépitaient comme des éclairs dans la salle des impressionnistes. Des critiques de Libération murmuraient sur une vengeance picturale qui défie la loi morale. Élise entra, vêtue d'un fourreau noir qui soulignait sa chute. Des rides au coin des yeux, un verre de champagne tremblant dans la main. Elle erra d'une toile à l'autre, son visage passant du dédain à l'horreur. Quand elle atteignit le vol du pinceau, elle s'effondra à genoux. « Camille, c'est toi ?» murmura-t-elle, la voix brisée comme du verre de Murano. Je sortis de l'ombre, chevalet en main, pinceau dégoulinant de rouge vermillon. « Oui, sœur. Ton art de la trahison m'a forgé. Tu m'as volé 10 ans, un mari, une vie. Mais regarde, j'ai transformé ta poison en chef-d'œuvre. » La foule se tut, un silence tendu comme la corde d'un arc. Elle rampa vers moi, suppliante. « Pardonne-moi, j'avais peur. Père. » Il allait tout révéler sur nous. Twist, le secret qu'elle invoquait n'était pas le sien seul. Notre mère n'était pas morte de tuberculose, mais d'un avortement forcé par père, et Élise l'avait su, l'avait caché pour protéger notre honneur familial. Moi, en gisant en prison, j'avais appris la vérité d'un codétenu, un avocat déchu qui avait défendu notre mère autrefois. Elle m'avait fait porter non seulement le meurtre de Laurent, mais le poids d'un inceste enfoui, un viol paternel sur notre génitrice que j'ignorais. La salle explosa en murmures. Est-ce de l'art ou un crime? Elle mérite la guillotine. Non, c'est la catharsis d'une victime. Je levai le pinceau comme une épée. Choisis, Élise, avoue tout, ou bois le café que j'ai préparé pour toi dans la loge. Elle hésita, ses yeux verts implorants, puis but. Le cyanure agit vite, un spasme gracieux sur le parquet ciré. Mais le twist final, au lieu de l'agonie, elle rit, un rire gargouillant. Idiote. C'est du sucre. J'ai toujours un coup d'avance. Non, c'était moi qui avais switché les flacons, par un contact au labo du musée. Elle convulsa pour de bon, son corps tordu en une pose impressionniste, un tableau vivant. La police arriva trop tard. J'étais déjà acquitté par l'opinion publique. Le Monde titra « La vengeresse du Louvre, justice ou meurtre ». Certains me virent en martyr, d'autres en monstre. Paris, maudite et adorée, m'avala à nouveau. Aujourd'hui, je peins dans l'ombre d'Orsay, et chaque coup de pinceau est une lame. Ma sœur repose au Père-Lachaise, sous une pierre gravée de mes initiales. La vengeance n'est pas un happy end. C'est un vide que l'art comble, goutte à goutte, jusqu'à la prochaine trahison. Non, attendez. Ce n'est pas la fin. Les fins en France ne sont jamais nettes. Elles s'effilochent comme un fil de soie dans la pluie de la place Vendôme. Après l'exposition, après que le corps d'Élise eut été emporté par les ambulances hurlantes sous les yeux des caméras de TF1, je crus que le cycle se brisait. Mais Paris, cette putain aux lèvres carmin, avait d'autres secrets à murmurer. Dans les jours qui suivirent, alors que les journaux déchaînaient leur fureur, Camille Duval, l'artiste assassine ou la victime vengée.
Un fantôme émergea des brumes de la Seine. Notre tante, la sœur de mère, une recluse de Neuilly-sur-Seine qui n'avait jamais pardonné à père son abandon. Elle s'appelait Marguerite, une veuve aux cheveux blancs comme de la craie, qui collectionnait des coupures de presse sur les scandales familiaux comme d'autres des timbres. Marguerite me contacta par une lettre manuscrite, pliée dans un enveloppe parfumée à la lavande fanée. « Ma nièce, ton geste au musée n'était pas une fin, mais un commencement. Viens au cimetière du Montparnasse, il y a une tombe qui attend d'être ouverte. » Intrigué, ou peut-être folle d'épuisement, je m'y rendis un soir de lune rousse, le vent charriant l'odeur des marronniers en décomposition. Elle était là, adossée à une stèle, un parapluie noir comme un corbeau. « Élise t'a menti sur tout, Camille. Le balcon n'était pas le premier sang. Ta mère. Elle portait un enfant de ton père, un frère pour vous, mais il a forcé à l'avaler avec du laudanum. Élise savait, et elle a aidé, en tenant la tasse. Le choc me frappa comme un coup de butoir dans le métro bondé. Gan Titaille. J'avais porté non seulement les crimes d'Élise, mais celui d'un inceste qui nous liait tout en un nœud gordien. Marguerite sortit un dossier jauni, des lettres de mère, des certificats médicaux falsifiés, une photo floue d'un nouveau-né mort-né. Ton art, Camille, n'est pas une perte de temps. C'est la lame qui tranche les mensonges. Mais pour trancher vraiment, tu dois affronter le dernier traître. Laurent n'était pas innocent. Il finançait les dettes d'Élise avec de l'argent volé à ton père, avant sa chute. La révélation me tordit les entrailles. Laurent, cet amant corrompu que j'avais haï de loin, était le pivot de tout. Il avait convaincu Élise de tuer père pour l'héritage, puis l'avait tué à son tour quand elle menaça de tout révéler. Mon procès? Une mise en scène pour couvrir leurs traces. Rageusement, je peignis cette nuit-là une toile frénétique, le nœud familial, où des silhouettes entrelacées se noient dans un bain de sang écarlate, le visage de Laurent émergeant comme un diable de la fosse. Marguerite devint mon mécène secret, finançant une seconde exposition, cette fois au Palais de Tokyo, un bastion d'art contemporain où les provocations fleurissent comme des orties. Élise, même morte, lutta. Des rumeurs circulèrent. Camille a empoisonné un fantôme. Le corps était un mannequin. Sa meilleure amie, une coquine nommée Sophie qui avait partagé ses lits et ses secrets, lança une campagne sur les réseaux, accusant mon art de manipulation psychologique. Elle a hypnotisé Élise avec ses couleurs. C'est de la sorcellerie picturale. Les féministes de El Prir sont partis, la vengeance patriarcale masquée en articles. D'autres, les anarchistes de Belleville, me couronnèrent reine des ombres. Le clivage grandit, des manifestations devant le musée, art ou meurtre, vs libérer l'étoile. Je décidai de contre-attaquer avec une performance live. Lors du vernissage, je peindrai en direct le portrait de Laurent, révélant ses crimes couche par couche, comme un archéologue exhumant une momie. Sophie vint, bien sûr, flanquée d'avocats aux cravates Hermès. Tu vas payer pour Élise, siffla-t-elle. Mais au milieu du pinceau qui traçait les veines ouvertes de Laurent, elle pâlit. Sous la couche de blanc, j'avais caché des documents scannés, contrats falsifiés, virements bancaires. C'était toi, Sophie. Tu as glissé le somnifère dans mon sac, sur ordre d'Élise. Le public haleta. Les flashs explosèrent. Sophie s'effondra en sanglots, confessant tout. Elle était l'amante de Laurent, la complice d'Élise, et la forgeronne des preuves contre moi. La police, alertée par Marguerite, l'embarqua sur le champ. Mais le twist? Sophie murmura avant les menottes, « Élise voulait te sauver, à la fin. Elle a bu le poison pour te protéger de moi. J'allais te tuer pour le silence. » Était-ce vrai? Un mensonge de dernière heure? Le doute s'insinua, empoisonnant ma victoire. Avais-je tué une innocente repentante? Les nuits suivantes, hanté par ce murmure, je marchais le long des quais, la Seine léchant mes chevilles comme une amante jalouse. Paris, avec ses ponts suicidaires et ses cafés hantés, semblait comploter contre moi. Marguerite me pressa. « Continue, Camille. L'art n'a pas besoin de vérité, il en fabrique. » Et je peignis, oh comme je peignis, des toiles où Sophie rejoignait Élise dans l'abîme, leurs corps enlacés en une étreinte lesbienne maudite, Laurent spectateur ricanant. L'exposition devint un phénomène, vendu à des collectionneurs anonymes, des oligarques russes, des stars hollywoodiennes en exil fiscal. Mais la tension montait, des menaces anonymes, des lames glissées sous ma porte, pour Élise. Un soir, au milieu d'un dîner solitaire à la Coupole, un homme s'assit en face de moi. « Je suis le fils de Laurent, » dit-il, les yeux froids comme l'acier de la tour Eiffel. « Ton art a ruiné ma famille. Mais j'ai vu les toiles. Elles sont magnifiques. » Était-ce un allié ou un nouveau serpent? Il proposa une collaboration, une biographie romancée, les peintures du sang, pour laver nos noms dans l'encre. Intrigué, je l'invitai à mon atelier.
Là, sous les néons crus, il avoua « Mon père abusait d'Élise. Elle l'a tué pour s'en libérer, pas pour l'argent. » Un autre twist, un nœud de plus. La trahison n'était pas linéaire. C'était un kaléidoscope de viols, de mensonges, de peintes de sang familial. Nous devînmes amants, ce fils et moi, dans une union contre nature, la fille du traître et la fille de la traîtresse. Nos nuits étaient des batailles de corps et de couleurs, où je le peignais nu, couvert de bleu, et il me racontait les horreurs de Laurent. Mais la vengeance, cette drogue, ne s'assouvit pas. Sophie, libérée sous caution, lança un podcast incendiaire. Camille Duval, la sociopathe qui peint ses crimes. Les auditeurs se divisèrent. Elle est une victime du patriarcat. Contre, c'est une psychopathe qui mérite la perpétuité. Le climax survint lors d'une rétrospective au Grand Palais, un colosse de verre et d'acier où les fantômes de l'Empire dansent encore. J'y présentai le cycle de la trahison, une installation immersive. Des miroirs brisés reflétant l'étoile, le public forcé de voir son propre visage dans le chaos familial. Élise apparut en hologramme, sa voix enregistrée suppliant « Camille, arrête. Nous sommes les mêmes. » Sophie surgit dans la foule, un couteau à la main, hurlant « Pour mes amantes !» Le fils de Laurent la plaqua. Le chaos éclata, sirène et cris, sang sur le marbre. Au milieu des débris, je peignis sur un mur nu, un portrait de nous toutes, mère, Élise, Sophie, moi, unis dans la mort. La police m'arrêta, mais le jury du procès, influencé par les pétitions des artistes, me libéra, l'art transcende le crime. Le fils disparut, emportant mes toiles les plus sombres. Marguerite mourut paisiblement, léguant tout à une fondation pour artistes incarcérés. Aujourd'hui, je vis recluse à Montmartre, peignant pour l'ombre. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. Les critiques disent que mon art est un scandale nécessaire, mais je sais, chaque coup de pinceau est un cri étouffé. Et si Élise revenait, boirait-elle encore le café? Les mois suivants le Grand Palais furent un exil intérieur, un purgatoire où Paris, ma nourrice cannibale, me digérait vivante. Je m'installai dans un atelier perché sur la butte Montmartre, un ancien moulin avant reconverti en repère d'artistes maudits, où l'odeur de térébenthine se mêlait à celle de l'absinthe rance. Les fenêtres donnaient sur le Sacré-Cœur, cette basilique blanche qui toisait la ville comme un juge impassible, et chaque aube, je me réveillais avec le goût du cyanure sur la langue, imaginaire, bien sûr, mais tenace comme un remords. Les journaux avaient passé à autre chose. Un scandale politique au Quai d'Orsay, une star de Cannes engluée dans le MeToo. Moi, Camille Duval, je n'étais plus qu'une note de bas de page, l'artiste vengeresse qui s'est évaporée. Mais les ombres ne s'évaporent pas, elles s'épaississent. Le fils de Laurent, appelons-le Alexandre pour masquer son vrai nom sous un voile de fiction, me traqua comme un amant éconduit. Il apparut un soir, sa silhouette découpée contre le ciel crépusculaire, une bouteille de Bordeaux sous le bras. « Camille, ton silence est une toile blanche. Laisse-moi la colorer. » Nous bûmes, nous parlâmes, et bientôt, nous fîmes l'amour sur des draps tachés de peinture, nos corps un palimpseste de haine et de désir. Il était beau, ce traître potentiel, avec ses yeux bleus hérités de son père et une cicatrice au menton d'une chute d'enfance, la même que Laurent avait causée en le battant pour un vol de bonbons. « Je hais mon sang autant que tu es le tien », confia-t-il, traçant du doigt les veines de mon bras. Ensemble, nous ourdîmes un nouveau plan, pas de vengeance brute cette fois, mais subtile à la française, une exposition itinérante, les racines empoisonnées, qui voyagerait de Paris à Marseille en passant par Lyon, exposant non seulement mes toiles mais des artefacts familiaux, lettres, photos, même le flacon de somnifère vide comme relique. L'idée était de forcer la société à confronter ses propres trahisons. Combien de familles françaises, ces bastions bourgeois, cachaient-elles des incestes, des suicides maquillés, des héritages bâtis sur des tombes? Alexandre finançait via un fonds offshore, un clin d'œil ironique aux magouilles de son père. C'est de l'art activiste, disait-il, mais je voyais dans ses yeux la lueur matoise d'un joueur de poker au casino de Deauville. Sophie, cette vipère rescapée, ne lâcha pas prise. Libérée mais ruinée, elle se réinventa en activiste, fondant les Voix des Trahis, un collectif de femmes spoliées par des artistes masculins, une pique évidente à mon encontre. Elle m'accusa publiquement d'appropriation culturelle. Camille vole les douleurs des vraies victimes pour ses selfies picturaux. Ses meetings à Bastille attiraient les foules, des pancartes clamant « Art égale violence ». Un soir, elle m'envoya un colis. Une toile lacérée, la mienne, avec une note « Ton tour de saigner ». La peur s'insinua, non pour ma vie, mais pour mon art. Si on me tuait, qui peindrait les ombres restantes? Marguerite, avant de mourir, m'avait légué un dernier secret, un journal intime de mère, caché dans une banque de la rue Lafayette. Je l'ouvris un après-midi pluvieux, les pages jaunies craquant comme des os secs. « Élise est le fruit du diable », écrivait-elle.
Ton père l'a engrossée à 14 ans, et j'ai dû l'avorter moi-même, avec un cintre rouillé dans la salle de bain. Camille, ma pure, protège-toi d'elle. Le choc. Élise n'était pas ma sœur pleine. Elle était ma demi-sœur, née d'un viol, et notre mère l'avait élevée en silence pour expier. Gan Titaï. Encore, j'avais vengé une innocence volée, mais en tuant une victime elle aussi. Ce révélation fissura mon alliance avec Alexandre. Si Élise était une victime, alors ton père était le monstre originel, dit-il, pâle comme un marbre du Louvre. Et le mien? Il a couvert tout ça pour l'héritage. Nous nous disputâmes, nos mots comme des coups de couteau. Tu défends un violeur. Et toi, une meurtrière. Il partit, emportant une toile inachevée, mon portrait, les yeux crevés de rage. Seul, je peignis une série nocturne, les filles du péché, où des silhouettes féminines, Élise et moi entremêlées, rampaient hors d'un ventre monstrueux, pinceau en guise de cordons ombilicaux. L'exposition démarra à Marseille, port de tous les exils, sous un soleil qui brûlait comme une accusation. La foule était mixte, marins tatoués, bourgeois en villégiature, étudiants en révolte. Sophie surgit, escortée de médias, transformant le vernissage en tribunal populaire. Camille Duval glorifie le matricide. Hurla-t-elle. Je ripostai en déballant le journal de Mer-sur-Seine, lisant à voix haute les horreurs. Écoutez la vraie trahison, pas mes toiles. Le public se scinda. Applaudissements pour la révélation, huées pour le voyeurisme. Un homme, un pêcheur au visage buriné, cracha. C'est du linge sale en public. L'art devrait élever, pas salir. La tournée continua, un calvaire roulant. À Lyon, dans la Traboule obscure, un vandale sabota une toile, y gravant « meurtrière ». À Bordeaux, un collectionneur offrit une fortune pour le café fatal, murmurant « c'est cathartique, ma femme m'a trahi pareil ». Alexandre réapparut à Toulouse, repentant, un bouquet de roses noires à la main. « Pardonne-moi. Nous sommes tous des ombres d'un même mal. » Nous recouchâmes, mais le doute persistait. Était-il un allié ou un espion de Sophie, cherchant à me briser de l'intérieur? Le climax de cette phase fut à Rennes, en Bretagne natale de Marguerite. Une tempête atlantique fouettait les remparts quand Sophie lança son assaut final. Une plainte pour diffamation, citant le journal comme « faux fabriqué ». Le juge, un vieux renard de la magistrature bretonne, me convoqua. « Mademoiselle Duval, votre art est une arme. Prouvez que ce n'est pas du poison. » Je peignis en direct au tribunal. Un portrait du juge lui-même, reflétant ses propres secrets, rumeur d'un fils illégitime, vite étouffé. Il rit, jaune. Touché. Affaire classée. Libéré à nouveau, je rentrai à Paris, le cœur lourd comme un sac de plâtre. Alexandre proposa le mariage, faisons un enfant d'art et de vengeance. Mais le twist guettait. Un test ADN, commandé par Sophie, révéla l'impensable. Alexandre n'était pas le fils de Laurent. Il était le mien. Non, le fruit avorté de mère, sauvé en secret par Marguerite et élevé par Laurent comme le sien, pour cacher le viol. Mon demi-frère, mon amant. L'inceste bouclait la boucle, un ouroboro de sang et de couleur. Je le confrontai dans l'atelier, pinceau en main. Tu savais. Il pleura. Oui. Et je t'aime quand même. La décision fut la plus controversée. Je le peignis nu, crucifié sur une toile géante, et l'exposai au centre Beaubourg comme l'inceste final. Le monde explosa, génie ou abomination. Féministes, psychanalystes, curés, tous prirent parti. Certains virent la libération, d'autres, le summum de la décadence française. Sophie, brisée, se suicida dans la Seine, laissant une note « Camille a gagné, l'as-tu ». Alexandre disparut, ou peut-être se noya lui aussi. Moi, je peins encore, mais chaque trait est un adieu. La vengeance n'est pas un triomphe. C'est un miroir brisé où l'on saigne éternellement. L'après-Beaubourg fut un vortex, un maelstrom où Paris, ville des excès, me vomit comme un vin tourné. Les critiques pleuvaient. Le Figaro me traita de « Dali décadente », vomissant ses tribes incestueuses, Télérama loua, une performance qui redéfinit la famille nucléaire comme bombe atomique. Des fans obscurs m'envoyaient des bouquets d'émeraucales noires, symboles de deuil tabou, des haineux, des excréments dans des enveloppes Kraft. Je m'enfermai dans l'atelier de Montmartre, barricadé derrière des toiles tendues comme des voiles de deuil, peignant non plus pour venger, mais pour exorciser. L'inceste final devint une icône underground, reproduite en sérigraphie sur les murs de Belleville, un graffiti criant « Frère-sœur égale art libre ». Alexandre, ce spectre d'amour maudit, m'avait laissé une lettre avant de s'évanouir dans les limbes de la RRB. Camille, notre union était le pinceau ultime. Pince en moi, mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Était-il mort,
ou caché dans un monastère normand, repentant. Les rumeurs foisonnaient. Certains disaient qu'il avait rejoint les légionnaires à Aubagne, d'autres qu'il complotait avec Sophie. Mais elle gisait au fond de la Seine, son corps repêché près du Pont-Neuf, un tableau flottant d'algues et de regrets. L'autopsie révéla non suicide, mais meurtre, une dose de cyanure, la même que pour Élise. Qui? Moi? Non, je n'avais pas bougé de Montmartre. Ou si? La police, c'est limier las de la préfecture, me convoqua à nouveau. L'inspecteur, un moustachu nommé Duval, ironie du sort, homonyme, me fixa par-dessus ses lunettes. Votre famille est une malédiction, mademoiselle. D'abord Élise, puis Sophie. Et Alexandre? Vous l'avez peint mort, l'avez-vous rendu mort? Je ris, un rire hugolien, théâtral. L'art prédit, inspecteur, il ne cause pas. Mais si vous voulez une toile, je vous en ferai une, le flic et le fantôme. Il grogna, mais me relâcha, preuve insuffisante, et l'opinion publique me protégeait comme une madone gothique. Pour survivre, je lançai une série de workshops clandestins dans les catacombes, ces ossuaires parisiens où des millions d'anonymes blottis dans la pierre. Peignez vos trahisons, intimais-je à des âmes égarées, des banquiers divorcés, des profs amers, des putes repenties. Nous descendions par l'entrée secrète du square des Tombes, torchés à la main, et là, sous les crânes empilés, nous saignions sur des toiles improvisées. Une femme, une libraire de la rive gauche, confessa « Mon frère m'a violée. Je l'ai empoisonnée au dîner de Noël. » Je la guidai, transforme-le en bleu outre-mer, la couleur du pardon impossible. Ces sessions devinrent un culte souterrain, les ateliers des ombres, rapportant assez pour payer le loyer et les dettes de Térébenthine. Mais le passé, ce vampire, suçait encore mon sang. Une nuit, un coup à la porte. Marguerite, ou plutôt son fantôme, non, une actrice engagée par un producteur pour un docu-fiction sur ma vie. Camille Duval, la peintre maudite, le titre provisoire. Il voulait mon aval, offrait des royalties. Je refusai d'abord, mais l'argent tentait, pour financer une exposition finale au Louvre lui-même, le Saint des Saints, où les toiles de la vengeance dialogueraient avec la Mona Lisa, sourire énigmatique face à mes grimaces hurlantes. Faites-le, dis-je enfin, mais filmez les mensonges nus. Le tournage fut un cirque baudelairien, caméra dans l'atelier, reconstitution du meurtre d'Élise avec des actrices sosies, interview avec d'anciennes codétenues de Fleury-Mérogis. L'actrice jouant Élise, une rousse aux yeux verts, murmura pendant une scène. « Je comprends ta sœur maintenant. J'ai tué mon amant pareil, pour moins que ça. » Les réalisateurs, ces hyènes de Nanterre, exploitèrent tout, flashback en sépia, musique de Ravel tordue en dissonance. Mais le twist vint du montage. Ils découvrirent une bande oubliée, un enregistrement audio d'Élise sur le lit de mort, confié à Sophie. Camille. Pardonne. Le café était sucré, mais mon cœur était amer. Protège Alexandre. Il est le bien que Père a semé en moi. Écouter, ça fut comme avaler du verre pilé. Élise, repentante, avait-elle bu un faux poison pour me tester, ou pour se suicider en beauté? Et Alexandre, fruit de son viol, mon demi-neveu ou frère. La confusion engendra une nouvelle toile. Le sourire empoisonné, où le visage d'Élise se fond dans celui de la Joconde, un rictus jaune sur fond de Louvre enfumé. Le docu sortit en salle, un triomphe controversé, César du meilleur doc, mais boycottage par les cathos traditionalistes clamant « propagande incestueuse ». Avec les fonds, l'exposition au Louvre se concrétisa. Duval, les trahisons éternelles, dans la salle de non, voisine de la Vénus de Milo. La presse internationale afflua. The New York Times titra « Française d'Arc Picasso », Der Spiegel, d'Irage der Schwester. Le vernissage, un soir de mai fleuri, vit des célébrités, Depardieu en larmes, une mannequin suédoise posant nue devant mes toiles. Sophie fut honorée post-mortem par une plaque, victime des passions artistiques. Alexandre, un télégramme anonyme, je vis. Peint pour nous deux. Mais la tension culmina quand un groupe d'extrémistes, les gardiens du Louvre, menaça de tout incendier. Cet art profane nos ancêtres. Ils envahirent la salle, bombes fumigènes et slogans « Brûlez la maudite ». Le chaos, alarme hurlante, gardes chargeants, toiles arrachées. Au milieu, je saisis un pinceau et peignis sur le mur « La trahison est immortelle ». Un leader, un jeune enragé, me plaqua au sol, pour Élise. Mais il hésita, voyant mon regard, le sien, miroir de sa propre rage familiale. La police dispersa, l'exposition survécut, plus forte. Pourtant, dans la nuit, seul avec les statues muettes, je compris, la vengeance n'avait pas de fin. Elle se réincarnait en chaque coup de pinceau, en chaque spectateur divisé. Certains quittaient le Louvre en catharsis, d'autres en fureur, prêchant ma crucifixion sur les forums de Reddit français.
Pour clore ce chapitre, je quittai Paris un automne roux, direction la Provence, un mas isolé près d'Avignon où Van Gogh avait coupé son oreille, prédécesseur dans la folie créative. Là, sous les oliviers tordus, je peignis la fin du cycle, un autoportrait où je bois le café fatal, Élise et moi enlacés, souriant dans la mort. Alexandre vint, enfin, un soir de Mistral. Epous moi, ou tu moi. Je choisis ni l'un ni l'autre. Je le peignis, nu et libre, et le renvoyai dans le monde. La paix? Illusoire. Les lettres affluent encore. Des fans, des haineux, des enfants perdus cherchant dans mon art infâre. La France, terre de lumière et d'ombre, m'a forgé en monstre sacré. Et si demain, un nouveau secret émerge, je tremperai le pinceau dans le sang frais. La Provence m'offrit un répit trompeur, un voile de lavande sur les plaies purulentes. Le mas d'Avignon, avec ses murs ocre lézardés et son puits asséché, devint mon sanctuaire païen, où le soleil cognait comme un marteau sur l'enclume de l'âme. Je peignais à l'aube, quand les cyprès se découpaient en silhouettes gothiques contre le ciel pâle, et la nuit, sous les étoiles indifférentes, je rêvais d'Élise, non plus en agonisante, mais en muse complice, tendant un pinceau dégoulinant de vermillon. Camille, l'art n'est pas vengeance. Ses mémoires, murmurait-elle dans ses visions, son rire un écho de cloche de la cathédrale des papes. Alexandre revenait sporadiquement, comme un fantôme bienvenu, apportant du vin de Châteauneuf-du-Pape et des nouvelles du monde. Le Louvre avait vendu l'inceste final à un milliardaire qatari pour une somme qui aurait racheté la moitié du Marais. Sophie avait une rue nommée en son honneur à Pantin, allée des ombres trahies. « Tu es immortel maintenant », disait-il, ses doigts traçant mes cicatrices invisibles. Nos étreintes étaient chastes, cette fois frère, neveu, amant. Les étiquettes importaient peu. C'était le sang partagé qu'il y ait, un vin capiteux et maudit. Il me pressait de rentrer, Paris t'attend pour une biennale. Sois la reine des controverses. Mais je refusais, ancré dans cette terre de saints et de fous, peignant des paysages où la sainte victoire de Cézanne se tordait en visage hurlant. Pourtant, le destin, ce scénariste cruel à la Zola, n'en avait pas fini. Un matin de tramontane, un courrier de notaire. Marguerite avait un testament caché, révélant un dernier legs, non de l'argent, mais d'un enfant. Camille, si tu lis ceci, Élise t'a peut-être pardonné. Sache que j'ai élevé Alexandre, mais il y en a un autre. Ton fils, conçu en prison lors d'une visite conjugale fictive avec un gardien complice. Il s'appelle Lucien, 10 ans, placé en foyer à Nice. Le choc me terrassa. Gann titaille ultime, une vie volée par mes barreaux, un secret que même Élise ignorait. Je filai à Nice, la corniche serpentant comme une veine ouverte. Lucien était un gamin aux yeux verts. Ceux d'Élise? Non, mien, sombre et profond. Il peignait déjà, des gribouillis de prison et de pinceaux brisés. « Maman » demanda-t-il, pinceau en main. Je pleurai, pour la première fois depuis le procès, des larmes salées comme la Méditerranée. Nous rentrâmes au mas, un duo improbable, la vengeresse et l'innocent. Alexandre arriva, et le tableau se compléta. Oncle, père? Il prit Lucien sous son aile, lui apprenant les bleus de la mer et les rouges de la passion. La nouvelle exposition fut pour lui, l'héritier des ombres, au musée Granet d'Aix-en-Provence, où Cézanne avait saigné ses monts de victoire. Des toiles collaboratives, mère et fils. C'est très enfantin sur mes tourbillons adultes, Élise en fantôme bienveillant. Le vernissage attira les snobs de Paris en jet privé. C'est touchant, murmura une critique de Vogue. Mais Sophie, ou son esprit, frappa post-mortem. Un hacker anonyme diffusa des facs, photos truquées de moi battant Lucien. Titre, La maudite reproduit ses crimes. Le clivage renaquit, mère monstrueuse, vs. Sainte des arts. Le climax final survint lors d'une performance. Lucien et moi peignant en live une toile géante, Le pardon impossible, où tous les visages, Père, Élise, Laurent, Sophie, Alexandre, fusionnaient en un kaléidoscope de couleurs. Un homme surgit de la foule, le gardien de Fleury, vieilli, repentant. J'ai aidé à l'insémination pour te sauver l'âme. Mais Lucien, il est de moi, pas d'un mensonge. Twist, pas mon fils biologique, mais celui d'un viol carcéral, caché par Marguerite pour me donner un ancrage. Le public gronda, encore du mensonge. C'est de la poésie brute. Je brisai le pinceau sur scène, la vengeance finit ici. L'art commence. Lucien, 8 ans, compléta la toile d'un jaune soleil, pour Tata Élise. Alexandre me serra, nous sommes libres. Aujourd'hui, dans le mas, nous peignons en famille, tordus, mais vrais. Lucien grandit, pinceau en main, ignorant les ombres. Paris appelle encore, mais je résiste. La sœur qui traita mon art de perte de temps gît en paix, son fantôme illumine mes toiles. Fin heureuse? Biquet.
Les lecteurs choisiront leur camp. Moi, je peins, éternel dans le doute, sous le ciel provençal qui ment comme une amante. Fin.